Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La ville de Difa au Niger soumise aux assauts de Boko Haram. Après plusieurs jours de violentes attaques sur son propre territoire, le Parlement a approuvé l'envoi de troupes au Nigeria dans le cadre de la force régionale pour lutter contre le groupe terroriste. Violation du cessez-le-feu au Sud-Soudan. Tous les précédents ont également été violés dans les heures suivant leur adoption par le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. 11 février 1990, 11 février 2015, il y a 25 ans, Nelson Mandela a été libéré. Le leader historique de l'ANC avait été condamné en 1964 à la réclusion à perpétuité. C'était un événement planétaire qui avait fait naître à l'espoir d'une réconciliation nationale. Mais avant de développer ces titres, état d'urgence au Niger, le gouvernement nigérien réuni en Conseil des ministres extraordinaire a proclamé l'état d'urgence pour 15 jours à compter de ce mardi dans la région de Difa, dans le sud-est à la frontière avec le Nigeria. Cette zone est sous le feu du groupe islamiste nigérian Boko Haram depuis 5 jours et la population fuit de crainte de nouvelles attaques. Cette mesure accordera des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité. Nouvelle violation du cessez-le-feu au Sud-Soudan à la suite d'un bombardement de la ville de Bentiu située au nord du pays. Le gouvernement sud-soudanais a décidé de rompre l'accord du 2 février. Une nouvelle escalade qui risque de mettre à mal les pourparlers qui devraient reprendre ce 19 février à Addis Abeba en Éthiopie. Les explications d'Ibra Khadindiaï. Reprise des hostilités au Sud-Soudan. Le fragile cessez-le-feu a une nouvelle fois volé en éclats ce mardi 10 février au Sud-Soudan. Pour cause, les rebelles auraient bombardé, selon le gouvernement, la ville pétrolière de Bentiu, située au nord du pays. Les rebelles bombardent nos positions à Bentiu avec de l'artillerie. C'est une violation de l'accord de cessation des hostilités et nous allons nous défendre. Ces tensions interviennent au lendemain d'une conférence de donateurs organisée à Nairobi, au Kenya, au cours de laquelle l'ONU a lancé un appel aux dons de 1,8 milliard de dollars pour venir en aide à ce pays. La décision de rompre le cessez-le-feu par les rebelles de Riek Machar est une conséquence directe en fait même de ces négociations parce que les deux forces qui négocient n'arrivent pas à s'imposer. Il y a un rapport de force qui fait qu'aucun des deux belligérants n'arrive à dominer l'autre. Et deuxièmement, c'est que politiquement, les deux essaient de contrôler le pays. Donc même politiquement, ils essaient d'être le futur président. Donc il y a un problème de consensus pour des raisons d'égalité au niveau militaire et au niveau politique. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar avaient signé sous la pression de la communauté internationale au début de ce mois de février leur 7e cessez-le-feu en 1 an. Des pourparlers devraient reprendre ce 19 février à Addis Abeba en Éthiopie sous l'égide de l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine. L'ONU a suspendu temporairement son soutien aux opérations de l'armée congolaise contre les rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. En cause, la controverse avec Kinshasa autour de la nomination pour mener une offensive gouvernementale contre les FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo de 2 généraux accusés de violation des droits de l'homme. En dépit d'un ultimatum de l'ONU fixé au 13 février, le gouvernement congolais avait annoncé qu'il ne comptait pas remplacer les 2 généraux Bruno Mandevou et Sikabwe Fall. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession le 28 mars, a un bilan à défendre, un bilan notamment entaché par des scandales de corruption et une criante impuissance à contrer l'expansion des insurgés islamistes de Boko Haram. Les partisans mettent en avant d'autres points plus positifs comme des avancées économiques. Reportage d'Afolake Olindoye, notre correspondante au Nigeria. Pour se faire réélire comme président de la République fédérale du Nigeria, le président Goodluck Jonathan axe sa campagne sur l'économie nigériane. Le président sortant promet encore aux Nigérians l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui ne convient pas à tout le monde. Le Nigeria n'a pas besoin d'un gentil président maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à s'attaquer au plus gros problème du Nigeria, qui est la corruption. Et le président dit clairement que la corruption n'est pas le plus grand défi. Sur cette prémisse seule, je pense qu'il est tout à fait inapte à continuer. Vous ne pouvez pas vous accoquiner avec la corruption et attendre que le Nigeria fasse une croissance significative. C'est complètement insensé.
Cependant, les partisans et sympathisants de Goodluck Jonathan sont nombreux. Pendant les 4 ans passés à la tête du Nigeria, il a construit les chemins de fer, restauré le secteur agricole, parmi tant d'autres. Et pour certains, cela a son importance. Je pense qu'il devrait revenir. Notre chemin de fer n'a pas été en fonction pendant tant d'années, mais maintenant ça marche. C'est d'une grande utilité à l'agriculture pour les gens de Kaduna en particulier. Le prix du riz a été stable pendant un certain temps maintenant. La grande mesure est encore 10 000 naira. Je ne peux pas dire qu'il devrait revenir ou pas. Seul Dieu peut décider. Donc nous devrions laisser chaque chose dans la main de Dieu. L'élection présidentielle est prévue pour le 28 mars. Le président sortant sera face à 14 autres candidats, dont l'ancien président Buhari. Un reportage commenté par Ibra Khadindiaye. Et notons également que le président nigérian Goodluck Jonathan répondra aux questions des journalistes et électeurs ce mercredi en direct sur la chaîne télévisée NTA, la radio FRCN ainsi que la VON. Fête de la jeunesse au Cameroun. Dans le message qu'il leur consacre chaque année, le président de la République, Paul Biya, s'est adressé à ses jeunes compatriotes ce mardi soir. Cette année, le thème choisi pour cette célébration est jeunesse et préservation de la paix pour un Cameroun émergent. Retour sur les points forts de ce discours avec Ibra Khadindiaye. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'est adressé à la nation ce 10 février 2015 dans son traditionnel discours à l'occasion de la célébration de la 49e édition de la Fête nationale de la jeunesse, placée sous le thème « Jeunesse et préservation de la paix pour un Cameroun émergent ». L'année dernière, à la même occasion, le président Paul Biya avait annoncé une prévision de création de 250 000 emplois en faveur de la jeunesse, une promesse qui semble avoir été tenue. Comme je l'ai souligné dans mon message à la nation, en décembre 2014, 283 443 emplois ont été créés par les administrations et les entreprises. Pour l'année 2015, nous prévoyons la création de 350 000 emplois nouveaux. À pareil moment, l'année prochaine, nous aurons l'occasion de faire le point sur tous les emplois créés depuis 2011. La formation professionnelle, la promotion de l'auto-emploi et le financement des micro-projets seront au centre de la politique du gouvernement pour relever le défi de l'emploi de la jeunesse. La mise en avant par l'État camerounais, si vous voulez, de la formation des jeunes est un problème qui est un impératif national. Un impératif national, pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes ne trouvent pas l'emploi. Il faut que l'État, comme je l'ai dit souvent, l'État remette au centre la politique de création d'emplois dans l'économie camerounaise. L'économie camerounaise vise l'émergence en 2035. Il est nécessaire et impératif de pouvoir mettre l'accent sur les formations techniques qui vont permettre de démarrer le développement réel du Cameroun. Sans ces formations techniques-là, qui sont l'assise, la base de tout développement industriel et de la croissance d'un État, ce ne sera pas possible dans le court terme. Donc, le discours du président de la République est un discours tout simplement qui revient sur les choses qu'il convient maintenant de mettre en place de manière effective pour la jeunesse camerounaise en ce qui concerne l'emploi. Dans un contexte marqué par la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, le président Paul Biya a rendu également un hommage aux soldats camerounais sur le front contre les islamistes. Sur le plan des festivités, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Bidung Pat, a donné le coup d'envoi des manifestations dans les localités de Bafut, dans le nord-ouest, et de Fifanda, dans le département de l'Océan, dans la région du Sud. Le 11 février est une date bien symbolique. Elle marque en effet la libération de Nelson Mandela après 27 années passées dans une prison de l'apartheid. Le leader historique sud-africain de l'ANC est devenu un homme libre le dimanche 11 février 1990. Le 2 février de cette même année, à la surprise générale, Frédéric de Klerk, président d'Afrique du Sud, légalise le Congrès national africain, interdit depuis 30 ans, ainsi que la prochaine libération du dirigeant nationaliste noir Nelson Mandela. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.